Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Lorsqu'il est abordé par les analystes politiques, le concept de souveraineté est souvent mis en liaison étroite avec la construction de l'État-nation, sa visibilité interne et son positionnement externe. Il est aussi mis en relation avec le nationalisme et toutes ses déclinaisons. Sans pour autant superposer les deux, beaucoup ont tendance à voir la promotion de l'un comme la défense automatique de l'autre. Pire. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, adepte avoué ou caché de l'eurocentrisme, plusieurs analystes considèrent que les combats actuels des peuples pour la souveraineté sont dictés par un ethnonationalisme qui n'est qu'une volonté de rétablir l'Afrique des tribus et des ethnies. Tous oublient que l'Union européenne continue de piétiner, à cause de la volonté des États membres de garder leur souveraineté éminente sur la conduite de cette institution. Malgré la signature des accords de Schengen le 14 juin 1985 et du traité de Maastricht le 7 février 1992, l'hostilité de parties importantes des opinions publiques nationales est bien présente. Elle est illustrée, à l'issue d'un référendum, par la demande britannique de quitter l'Union européenne. Cette volonté de préservation de la souveraineté s'explique par le sentiment partagé dans ces démocraties que le dispositif institutionnel de l'UE vide de leur substance, en diverses matières, tous les mandats électifs, en plus de la perte de leur capacité d'initiative. Un autre thème est également récurrent chez les analystes de la marche du monde, au nom de la mondialisation et d'un hypothétique village planétaire, en souvenir aussi des épouvantables hécatombes humaines que l'ultranationalisme a provoquées au cours des 2 guerres mondiales. Pour eux, l'État-nation est une notion démodée, voire dangereuse, au moment où l'emportent les grands ensembles régionaux ou continentaux contre le repli national et ses effets néfastes. Pour ces pourfendeurs de l'idée nationale, la souveraineté est un concept qui a perdu sa pertinence des siècles précédents, elle tend vers un statut purement historique. Au mieux, le monde se trouve dans une phase de transition entre ce qu'a été l'État-nation souverain et une autre chose qui va lui succéder et dont on ignore encore la nature. Toutes ces approches sont-elles justifiées pour qui analyse l'histoire de l'Afrique, au moins du milieu du XIXe siècle à nos jours? La nature profonde de la guerre et de ses formes modernes, la volonté des peuples africains d'emprunter tous les canaux dont ils disposent pour défendre leur aspiration à être maîtres chez eux, autant que la nature réelle de la mondialisation vue d'Afrique oblige à évaluer autrement le concept en Afrique. En effet, la guerre, cette activité de violence organisée qui marque aussi les relations entre communautés ou entre États, a toujours été au cœur de la défense des intérêts collectifs ou de la survie des communautés. Comme l'ont si bien montré les travaux d'ethnoarchéologie et d'anthropologie, aussi loin que l'on remonte dans le temps, la guerre est un phénomène universel aux formes diverses. Sa caractéristique principale est de tourner l'emploi de la violence du sein de la communauté vers un ennemi extérieur. Partout, la formation de l'État montre que la guerre est l'un des principaux vecteurs de mutation de l'histoire des sociétés parce que, moment de violence collective, elle produit des héros qui, vivants ou morts, sont des figures emblématiques et excellentes du meilleur des valeurs de la communauté. Mode de résolution d'une crise intervenue au sein des communautés ou entre elles, respect du territoire, volonté d'accès aux ressources, liberté de circulation des biens et des personnes, etc. Ou moyen de reproduction symbolique du corps social à travers une organisation sociale appropriée, la guerre est une activité essentielle visant à faire respecter sa souveraineté ou à l'imposer aux autres. Dans son livre de la guerre, le polémologue allemand Karl von Clausewitz disait que la guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Aujourd'hui, la guerre emprunte toutes les formes. Outre l'activité politique et militaire, elle prend aussi des formes économiques et culturelles, avec des armes nouvelles, plus dangereuses qu'autrefois. Elle continue d'être toujours en étroite corrélation avec la souveraineté qui est son but ultime, soit pour défendre celle-ci, soit pour l'imposer aux autres. La guerre est ainsi le nœud principal de la problématique de toute souveraineté, que celle-ci soit vue dans sa dimension intérieure, les guerres civiles et révolutions, ou dans sa dimension externe, guerre entre États ou communautés distinctes. À l'autre bout de la chaîne de l'histoire, la mondialisation nous interpelle aussi. Elle se présente aujourd'hui comme une mise en réseau de plus en plus efficace et presque instantanée des communautés humaines,
et de leurs intérêts principaux. Pour certains, elle est susceptible d'enlever toute prise aux germes de conflits pouvant déboucher sur la violence collective, donc sur la guerre. Dorénavant, les crispations territoriales, les manifestations d'identité particulière, les exacerbations du nationalisme sont sans objet. La territorialisation des intérêts l'étant par la même occasion, nous sommes donc dans le village planétaire. En fait, prosaïquement, même dans un village, chaque quartier, chaque famille a une histoire spécifique. Et c'est ce récit du passé qui concourt à dessiner les contours de celui du village. Elle en fonde ou non, l'évolution harmonieuse ou non. Or l'histoire de la mondialisation, vue d'Afrique au moins, n'est ni récente ni favorable. Elle est pire aujourd'hui qu'hier. Depuis que la révolution économique du XVIIIe siècle a renversé entièrement les termes équitables d'une précédente mondialisation, celle du XIIIe au XVIe siècle, l'Afrique subit l'évolution des formes successives de la mondialisation au profit de l'Europe et de l'Amérique du Nord principalement, au point qu'un chef d'État français, Nicolas Sarkozy, n'a pas hésité à affirmer récemment que ce continent n'est pas entré dans l'histoire. Nier cette nature de la mondialisation, dans l'histoire du monde pour refuser de mettre la défense de la souveraineté au cœur des préoccupations et réflexions africaines nous paraît suspect. Une telle position est porteuse d'un discours ou d'une intention cachée de domination au moins idéologique, sinon politique. Car en définitive, la souveraineté n'est pas simplement une question juridique d'autodétermination et de liberté d'expression. Elle pose surtout le problème de la capacité, ou non, de faire des choix pour soi et de les assumer totalement, en conscience, à l'intérieur et hors de ses frontières. Voilà pourquoi la souveraineté se situe en amont de la formation de l'État, et irrigue celui-ci en permanence pour sa pérennisation. À compréhension étriquée et formelle de la souveraineté, État croupion, formellement indépendant, mais en réalité dépendant donc inexistant. Nous voudrions ici faire ressortir des aspects de l'histoire de ce concept, surtout en Afrique et pour ce continent. Comment est-il perçu dans l'histoire africaine, au moins depuis la fin du XIXe siècle ? Comment l'Afrique s'est-elle approprié certains de ses contenus élaborés, dans la pensée occidentale ? Dans ces premières décennies du XXIe siècle, que pourrait-il laisser voir aux générations actuelles et à celles du futur sur le meilleur avenir imaginé pour ce continent, au moment où les peuples africains connaissent les pires dénis de souveraineté ? Malgré le mal développement africain, ces interrogations se situent au cœur d'une question simple, mais fondamentale pour la jeunesse africaine. Pourquoi nos États africains ne sont-ils pas souverains ? Nous examinerons, tour à tour, comment l'Afrique fut confrontée au contenu conceptuel de la souveraineté, les dénis de la souveraineté en Afrique depuis les indépendances, les axes d'une approche plus pertinente de la souveraineté en Afrique. Première partie. Le concept de souveraineté comme théorie et action en Afrique et en Occident. La souveraineté est souvent confondue avec l'indépendance. La recherche en linguistique africaine n'a pas encore montré que dans les langues africaines, à travers leur évolution, des substantifs désignant ces concepts ont connu des changements de contenu et de signification, comme dans les langues européennes. Les traditions orales africaines, récits des traditionnistes patentés, langage tambouriné, chansons et poèmes épiques, titulature des rois et des héros, bas-reliefs de palais, etc., ne montrent pas immédiatement les doctrines qui portent une réflexion théorique sur le concept de souveraineté. Par contre, elles montrent l'importance de la thématique de l'indépendance et de la souveraineté dans le contenu et la signification des contes, légendes, dans le fonctionnement de la société globale comme dans son itinéraire à travers le temps. Dans les langues européennes, résultat d'une évolution de la pensée philosophique et juridique expressément exposée à divers moments, on a une autre situation. Aujourd'hui, en français par exemple, les termes indépendance et souveraineté renvoient à des définitions générales qu'il faut rappeler. L'indépendance est l'absence de relation de sujétion entre différentes entités. Est indépendant ce qui ne se réfère à rien qu'à soi-même. Qu'il s'agisse de politique ou de science, même mathématiques, la notion porte la marque de la distinction fondamentale entre des entités constituées. Dans le domaine politique et juridique, la notion fonde et spécifie la nature d'une entité spatiale ou institutionnelle, cité, État, organisation, etc. Par contre,
La souveraineté désigne la supériorité d'un pouvoir sur une zone géographique ou sur un groupe de peuples vivant en communauté. Forgé au XIIe siècle à partir du bas latin superus, ce qui est au-dessus, à propos du pouvoir du seigneur dans son domaine, bien que notion de juriste au départ, il ne recouvre alors aucune des notions qui décrivent la nature du pouvoir dans la législation romaine, l'imperium, qui désigne une simple puissance de commandement militaire, et la summa potestas, qui se rapporte à un pouvoir de vie et de mort. Depuis la fin du XIXe siècle, la souveraineté désigne en droit international la qualité de l'État de n'être déterminée que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit. Elle qualifie donc la caractéristique d'une entité autant par rapport à elle-même que par rapport aux autres. Comme nous le verrons et en raison de ses liens étroits avec la guerre, c'est une notion éminemment politique qui se situe au cœur des relations entre communautés, groupes sociaux, États. Les liens entre ces deux notions sont très forts, voire superposables, quand elles portent sur l'État. Pour être souverain, il faut qu'un État soit indépendant, mais pour vivre son indépendance, il faut que l'État soit souverain. C'est la perception qu'ont eue les peuples que nous voudrions voir dans cette partie. Chapitre 1 – Perception et exercice de la souveraineté dans les sociétés africaines précoloniales. La perception de la souveraineté dans les sociétés africaines d'avant la fin du XIXe siècle nous est connue souvent indirectement. Culture généralement orale, ces sociétés sont connues à travers des sources écrites très partielles et surtout par des sources internes orales. L'état de la recherche ici laisse peu de place à un discours spéculatif sur un tel sujet, et c'est moins en raison d'une incapacité de ces peuples qu'à cause d'un inventaire systématique des textes oraux sur le concept. Il faut donc se contenter d'interroger la chanson épique ou le langage tambouriné, les titulatures de monarques, les dictons, les récits sur l'histoire et l'organisation des peuples. La moisson est alors celle d'une praxis, théorie et action, de la souveraineté au lieu d'une pensée philosophique, même plurielle, qui serait essentiellement théorique. Ces dernières décennies, les nombreux travaux d'anthropologie politique et d'histoire sur l'Afrique permettent ainsi d'avoir une idée plus ou moins précise de la perception africaine de la souveraineté des peuples. On peut, sous ce rapport, distinguer en gros deux types de sociétés en Afrique précoloniale. D'une part, le cas des sociétés lignagères, plus ou moins strictes, mais généralement inscrites dans le cadre de villages ou de cités-États, et d'autre part, le type de société relevant d'une catégorie géographique plus large, celle des royaumes. L'originalité de leur fonctionnement, sans aucune influence européenne, se situe avant les années 1880. Dans le premier cas, malgré la diversité des situations, les sociétés lignagères strictes ou les sociétés lignagères initiatiques, qu'elles soient ou non regroupées en confédérations politiques, les sociétés à classe d'âge, etc., le respect du territoire villageois est une règle d'or pour ceux que M. Isard a appelés les gens de la terre. Empruntons à Yapi Yapo sa définition de la ruralité. Elle permet de distinguer ici un cadre de vie et une partition géographique marquée par une spécificité certaine, des habitudes, des modèles culturels, des valeurs, tout porteurs de croyances ancrées dans un champ socioculturel de référence. Recouvrant aussi des activités spécifiques, la ruralité renvoie à des connotations spécifiques et prend corps à travers un ordre sociopolitique, car comme le remarquait Gébalandier, toutes les sociétés produisent du politique. Il faut ajouter que le rapport à l'espace, qui est ici un rapport social déterminé par les acteurs et leur mode d'appropriation de la terre, a une dimension politique et une dimension spirituelle. En effet, par exemple en Afrique de l'Ouest précoloniale, l'espace du village comprend un espace délimité par une clôture fortifiée, celui de l'arrière-pays où les habitants exercent leurs activités productrices principales, culture, cueillette, élevage, etc. Ces deux espaces n'ont pas une valeur marchande, et ils sont perçus comme le bien sacré inaliénable légué aux vivants par les ancêtres. Dans certaines sociétés, chez les Fon et Yoruba par exemple, ils sont parfois assimilés à des divinités avec lesquelles les ancêtres ont passé un pacte pour s'installer. Ces deux espaces sont reconnus aux habitants du village ou de la cité-État, par les communautés voisines sur la base de l'antériorité d'exploitation des lieux. Dans l'inconscient collectif, partout, ces deux espaces finissent ainsi par être un point de repère identitaire, en créant une sorte d'osmose avec les populations qui l'occupent. Les communautés voisines, elles,
occupe un autre espace que certains anthropologues ont appelé l'outre-pays. Il désigne l'espace plus ou moins lointain où le village n'exerce plus sa souveraineté. Mais cet espace est celui des terres qui, par le truchement de relais et de réseaux familiaux ou associatifs, entretiennent des échanges divers, économiques, politiques, religieux, matrimoniaux, et importants pour sa prospérité comme pour sa reproduction. Dans les communautés villageoises où prévalent le principe lignagé, l'appartenance à un lignage, patrilignage ou matrilignage selon les systèmes sociaux dominants, et la primauté d'établissements qui fondent le pouvoir du chef de terre, personnage quasi-religieux et maître des relations avec les divinités locales, l'accès à la terre, la place dans l'organisation sociale et la participation à l'action politique postulent le respect de ces conditions. Tout cela induit l'attachement au village et la défense du terroir, la participation à la vie socio-culturelle ou aux activités économiques dominantes, agriculture, pêche ou élevage. Certains analystes ont pu ainsi dire qu'on avait ici une civilisation du village. Les liens génétiques. Les membres de chaque lignage se reconnaissent généralement un ancêtre commun. Le lieu sur lequel ces liens se manifestent prioritairement, le finage, et l'organisation politique qui, autour du lignage fondateur, en découle et se définit comme indépendante des autres villages nous situe au cœur de la perception de la souveraineté initiale. Celle-ci ne s'applique plus à ceux qui, anciens habitants, se séparent pour créer leur propre village, aussi indépendant que le précédent. Bien qu'il n'y ait pas disparition des liens lignagés, cette sécession montre que ce ne sont pas les liens de sang qui fondent le sentiment de souveraineté. C'est le lieu, son organisation, ses activités et la perception que l'on en a comme espace de construction de l'avenir qui l'emporte. Le système villageois représente une forme stable d'organisation politique générale, et n'implique pas l'existence d'un pouvoir politique organisé élargi, ou une étape vers l'établissement d'un tel pouvoir. Comment s'exprimait l'indépendance et la souveraineté du village ? Les situations historiques sont multiples jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais, on a des traits dominants. Lieu alors délimité, clôture fortifiée, enceinte, le village est caractérisé par l'exercice d'une autorité qui est celle du lignage fondateur ou dans certains cas celle des représentants, les aînés sociaux de chaque lignage du village. Même s'il emporte le principe de la seniorité, dans de nombreux cas, les sociétés lignagères simples comme celle des Krou-Bété de Côte d'Ivoire, les sociétés lignagères à classe d'âge comme celle des Ojukru de Côte d'Ivoire ou des populations de la Cross River du Nigeria, la parole publique est libre pour tous, à l'exclusion des femmes, des adolescents, des célibataires. Les sociétés lignagères à initiation, par exemple les Sénoufos de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali, respectent d'autres codes sociopolitiques plus nettement marqués par l'ordre initiatique. En tout état de cause, le village est partout une unité résidentielle indépendante de tout pouvoir extérieur. Il est donc souverain en ses relations avec les autres villages, pour les alliances de tout genre ou pour la guerre et la paix. Il répond aussi à un fonctionnement souverain de l'organisation interne que les habitants se donnent au fil du temps. Pour diverses raisons, problèmes environnementaux, insécurité, facilitation de la circulation des personnes, notamment par les alliances matrimoniales, etc., le village peut, avec des voisins, organiser des liens qui permettent d'avoir la meilleure garantie de son indépendance, alliance de guerre, confédération militaire. Mais cela s'inscrit toujours dans le respect des principes lignagés de base. Les confédérations WE accent circonflexe ou Ojukru nous en donnent de belles illustrations. Le rôle d'institutions intermédiaires comme l'initiation ou la classe d'âge ne permet pas de manière mécanique de dépasser le principe lignagé sur lequel tous s'adossent. Ce sont les circonstances de l'histoire, oppression de lignage fondateur ou menace des esclavagistes par exemple, qui mènent parfois au primat progressif d'un autre principe, celui de la proximité et donc l'émergence du royaume. Tous ces traits institutionnels et sociaux seraient inopérants s'ils n'étaient pas irrigués en permanence par la reproduction des valeurs essentielles de ces sociétés, à travers l'éducation du futur adulte, homme ou femme. Ce n'est pas, dans la plupart des sociétés africaines anciennes, une éducation fondée sur la maîtrise de l'écriture et la diffusion de la pensée par ce support. Une abondante littérature sur cette question nous permet de faire l'économie de réflexion sur les avantages et insuffisances des traditions orales. Retenons seulement que de son jeune âge jusqu'à l'âge adulte, chacun baigne dans un contexte intellectuel marqué par les contes et légendes,
l'histoire des guerres menées ou subies par la communauté, ses héros et ses grandes figures, les formes et contenus de la vie en société avec ses références, ses codes, ses jurisprudences. De cela ressort un certain nombre de valeurs qu'on retrouve partout en Afrique subsaharienne avant la conquête coloniale. En interne, quelle que soit la forme de société, on a la recherche de la cohésion sociale par la volonté permanente de consensus, le respect de la seniorité, la prééminence du lien familial ou lignager, le respect de la dignité familiale à travers la dignité personnelle. Face à l'extérieur, c'est la survie de la communauté, soit par l'échange social, soit par la guerre, soit par des alliances. Le héros des légendes africaines connues n'est pas forcément, tant s'en faut, un chef de guerre. C'est surtout un homme de sagesse qui a su préserver sa communauté de la disparition. En appréciant concrètement les attributs de l'État compris au sens de Max Weber, c'est-à-dire une réalité ayant le monopole de la violence légitime sur un territoire donné, doté de la souveraineté et caractérisé par une citoyenneté autant que par un espace public, des chercheurs ont montré que dans le cas des cités-États, les limites de l'arrière-pays ne sont pas nettes. Elles résultent d'un rapport de force ou d'équilibre entre le centre et sa périphérie. Les cités rivales s'y affrontent, empiètent sur leurs arrière-pays respectifs. Des populations organisées sous d'autres formes politiques peuvent apparaître, nouant des pactes de diverses sortes avec les gens de chaque cité. Ces cités-États ne semblent pourtant pas représenter une transition obligatoire vers le royaume, même lorsqu'ils constituent des confédérations. L'éclatement des unités résidentielles pour des raisons écologiques, les dissensions internes et l'incapacité de faire face à des conquérants poursuivant d'autres objectifs avec des moyens différents, provoquent la perte d'indépendance des cités-États et des villages. Avec plus ou moins d'autonomie, ils sont inclus dans des entités plus larges qui, elles, sont dotées d'autres formes d'institutions, les royaumes. On voit donc que l'indépendance et la souveraineté ne sont pas acquises dans le contexte changeant de l'histoire particulière des sociétés lignagères. Tout au long des siècles, on a soit la formation-consolidation, soit la disparition-recomposition d'entités politiques et militaires plus expansionnistes que d'autres. Parfois, les menaces ont pu provoquer des regroupements de villages lignagés pour mieux défendre leur indépendance. Bien que cette étape ne soit pas un progrès par rapport au cas général des sociétés lignagères présentées plus avant, il faut constater que la construction de certains royaumes du XIXe siècle est partie du dépassement de l'organisation lignagère et du fonctionnement du pouvoir dans ce cadre villageois. Nous le verrons plus avant. Pour l'heure, constatons que la construction ou la consolidation des royaumes s'est faite au détriment de l'indépendance et de la souveraineté externe du village ou de la cité-État. Pour diverses raisons, dans ce cadre, le village perd sa liberté en payant au moins un tribut, tout en gardant une autonomie de fonctionnement interne. Dans certains cas, il perd tout, même la propriété de sa terre. Pourtant, on a constaté que si la conquête coloniale est venue rapidement à bout des royaumes à partir du milieu des années 1880, elle a été plus difficile contre ces sociétés lignagères, maîtresses d'elles-mêmes dans un système stable d'organisation sociale. Ces communautés ont opposé une résistance moins facile à réduire. Elles puisaient leurs forces dans leurs valeurs propres et renouvelaient, chaque fois, leur système d'alliance face aux nouvelles menaces contre leur identité ancestrale, l'indépendance de leur monde, leur souveraineté. Les alliances qui ont présidé à la constitution des confédérations se sont pour cela, souvent multipliées et renforcées à la fin du XIXe siècle, comme principale condition de survie de leur civilisation du village. Le cas des royaumes et empires répond à d'autres mécanismes et à une autre perception de la souveraineté et de l'indépendance des peuples. La longue histoire de l'Afrique montre que ces grandes entités politiques se sont construites sur un principe intangible qu'est l'émergence et la consolidation d'un pouvoir monarchique, laïque ou politico-religieux, exclusif à tout point de vue sur un territoire conquis et organisé à cet effet. Ces royaumes et empires sont d'abord caractérisés par un espace construit par les étapes et la nature des conquêtes menées. Ils le sont ensuite par leur organisation interne, et enfin, par le refus de tout empiètement de leur territoire, de toute limitation de leur pouvoir, toute chose considérée comme acte ou situation dommageable pour l'entité. Illustrons cela par 3 exemples distincts. Le premier exemple est celui du royaume Ashanti.
Il a été le symbole de l'homogénéité du monde Akan au Ghana occidental et en Côte d'Ivoire orientale. Dans un tissu étroit de liens entre les différentes histoires particulières, de ces populations au moins du XVIIe au XIXe siècle, on a un même modèle général d'État, né dans un contexte économique et politique particulier, avec un système original d'organisation sociale. Dans sa plus grande extension au XIXe siècle, le territoire du royaume Ashanti est organisé autour de la capitale, Kumasi, par un vaste réseau de grandes routes, les NKW en temps long, ouvertes et entretenues par le pouvoir royal. Ivor Wilkes a montré que les Ashanti se représentaient leur royaume comme un cercle dont le diamètre était de 40 jours, en prenant comme unité de mesure la journée de voyage standard, le Kwansin. Il fallait 20 jours par les axes principaux, les NKW en temps long, pour se rendre de la capitale à la frontière. Le voisinage immédiat de la capitale est occupé par des villages peuplés de sujets libres et de captifs NKOA, chargés d'approvisionner Kumasi en vivres. Sur le reste du royaume, villes et villages sont par divers liens commerciaux, politiques, religieux, etc., dans la dépendance de la capitale. Cette situation que l'on observe au début de la seconde moitié du XIXe siècle est le résultat de l'adaptation des institutions sociales à la croissance démographique et à l'animation progressive des grands circuits commerciaux en direction de la boucle du Niger, autant qu'en direction du rivage maritime depuis le XVIIIe siècle. De nombreux grands centres situés au milieu des forêts ont disparu pour laisser la place à des agglomérations plus petites et plus rurales qu'au XVIIe siècle. Mais on note qu'au fil de ces 2 siècles, les matriclans sont peu à peu ouverts pour devenir le creuset d'intégration d'étrangers plus nombreux. En 1762 déjà, JPT Huidekopper, commandant hollandais du fort Saint-Antoine d'Axim, informait ses supérieurs que parmi eux, ils sont tous divisés en différents stamens, tribus, dont ni eux ni nous ne connaissons l'origine, mais qui ont une très forte influence sur leur vie commune. Certaines de ces tribus sont étroitement liées à d'autres, certaines fortement opposées l'une à l'autre. La conséquence de cela est que, quelque grands que puissent être les désagréments entre elles, elles ont coutume de céder l'une l'autre contre un troisième parti. L'amour de leur patrie est seul assez fort pour briser ce lien et dans la défense de celle-ci, aucune attention n'est donnée aux associations fondées sur une origine commune, sur une tribu. Des mécanismes sociaux font donc, fondamentalement, du royaume Ashanti un modèle dans lequel les liens lignagés n'ont plus la même force que dans la civilisation du village. Ce qui compte ici, ce sont le poids des relations commerciales et la captation des réseaux d'échange les plus porteurs. C'est aussi l'importance de la production agricole qui repose sur l'abusuan, cadre d'intégration aisée des nouveaux bras que sont les étrangers. Pour que fonctionne à satisfaction tout le système, le royaume ne doit pas être sous dépendance, bien au contraire. Il doit être le plus fort dans un monde en mutation. C'est ce que fut le royaume Ashanti de la fin du XVIIe siècle aux années 1870. Né à la fin du XVIIe siècle pour permettre une meilleure résistance du grand matriclan Oyoko confronté aux agressions des Denkyira, le royaume Ashanti s'étend sur un espace de plus en plus cohérent grâce à ses conquêtes. Au-delà des frontières connues de tous s'exerce le pouvoir des alliés ou des ennemis. Sur cet espace lui-même s'exerce pleine et entière l'autorité royale. Au-dedans, en respectant des coutumes et une architecture institutionnelle soumise à des règles de concertation permanente, cette autorité n'accepte aucun manquement à l'ordre sous peine de sanctions royales. Au dehors, elle ne doit souffrir d'aucune ingérence étrangère sous peine de guerre immédiate, comme le prouvent les tensions puis la guerre au XIXe siècle, avec le Royaume-Uni pour le contrôle de la Confédération Fanti, longtemps rivale du royaume Ashanti. Cette autorité s'étend donc, soit directement soit indirectement, avec les mêmes conséquences, sur les établissements humains du territoire majeur du royaume ou à la marge de celui-ci, sur un glacis de communautés vassales, les petits royaumes et chefferies Akan, à l'ouest de l'Ashanti, Ndonye, Sanvi, Giaman, etc. Les marges du royaume ou même des populations de traditions différentes peuvent avoir une certaine autonomie dans certains domaines, les structures sociales locales ou la langue, à la condition de se soumettre au pouvoir royal par le versement d'un tribut au moins. C'est dans ses limites propres que le royaume est doté d'une organisation politique et sociale identifiable. Celle-ci transcende les liens lignagés, définit l'ampleur et les limites du pouvoir de coercition et de régulation du pouvoir royal légitime,
est rendu visible par les symboles religieux et politiques de ce pouvoir. Ici, par mobilisation des ressources culturelles, symboles du pouvoir, chants et langages tambourinés, rituels funéraires royaux, etc., s'acquièrent les valeurs de dignité, de courage et de cohésion interne en même temps que s'enracine la nécessité de sauvegarde et de défense de l'indépendance comme de la souveraineté. À mesure que s'accentue la présence européenne à la faveur des échanges atlantiques, surtout après 1830, cette préoccupation est plus forte. Un conte, largement répandu dans le monde akane sous diverses versions, situe bien les enjeux de la solidarité de tous. Résumons l'une de ces versions. C'était au temps où faisait rage la guerre entre les hommes et les animaux, guerre particulièrement défavorable à ces derniers. Le roi des animaux rassembla tous ses sujets pour y remédier. Chacun se lamentait. La tortue prit la parole et affirma que l'espoir d'une victoire n'était pas perdu. Tous en doutaient, la biche en particulier. En réponse à la biche, la tortue la défia à la course. Le roi, agacé, dit à la tortue : « Si tu perds ton pari, tu seras décapité ainsi que tous les membres de ta famille. » La tortue accepta. Rendue chez elle pour se préparer, elle convoqua toute sa famille et mit au point un stratagème. Chaque membre de la famille se tiendra discrètement à distance l'un de l'autre, et chaque fois que la biche sera en vue se mettra à courir devant elle jusqu'à l'arrivée. Ainsi fut fait, à l'arrivée, la tortue l'emporta sur la biche. Admiratif, le roi voulut connaître le secret de la tortue. Celle-ci lui révéla en aparté son stratagème et lui expliqua que c'est grâce à la solidarité de tous les membres de sa famille qu'il l'a emporté sur la biche, solitaire, quoique très rapide. Si tous les animaux sont solidaires, dit-elle, aucun humain ne nous atteindra. Le roi des animaux comprit la leçon et demanda que tous soient solidaires vis-à-vis des humains. C'est depuis ce temps que chaque animal donne l'alerte aux autres à l'approche du chasseur. Raconté à tous les enfants, ce conte vise à développer chez chacun l'esprit de solidarité pour faire face, quand il le faut, à toute menace contre la communauté. Cette solidarité est imposée par les liens biologiques, mais du fait de l'intégration d'étrangers dans l'abusuan, elle opère aussi au-delà de ces seuls liens, car elle répond aux intérêts de la collectivité quelle qu'en soit la composition. La liberté et la défense de la souveraineté sont donc l'affaire de tous. La solidarité entre membres d'une même communauté est donc ainsi une des valeurs cardinales de ce peuple. On la retrouve dans la plupart des sociétés africaines anciennes, plus essentielle que la liberté individuelle. Le second exemple est celui du royaume d'Abomey, le Dang Somé. Vers la fin du XVIIe siècle, il est aussi le résultat d'une série de conquêtes menées par un lignage d'origine étrangère sur le plateau central béninois, puis au fil des 2 siècles suivants en direction du littoral. Ici, c'est une autre perception de l'espace qui fonde les principes d'indépendance et de souveraineté du royaume. Ouegbadja, 1645 à 1685, véritable fondateur du royaume Dang Somé, résume bien sa conception de l'espace royal, celle de son pouvoir et de la souveraineté du royaume, dans 2 de ses 41 lois fondatrices. La terre de Guédévi m'appartient désormais tout entière parce que c'est moi qui l'ai libérée du joug de Paé. Mais si l'ensemble du sol dahoméen est ma propriété, je n'ai toutefois pas le droit d'en disposer selon mon bon plaisir. Mon bien est indivisible. Nul n'a le droit d'en réclamer le partage. Conservés par les traditions royales d'Abomey, ces propos ont servi de base idéologique à tous ses descendants et successeurs. Selon ses talents, Dagaya, 1708 à 1732, à Béanzin, 1889 à 1892, chaque roi en a tiré toutes les conclusions au bénéfice du royaume. En effet, avant l'arrivée des migrants à la Daxonou sur le plateau de l'Ouémé, il y avait des chefs de terre reconnus comme premiers occupants des villages de la région, tous indépendants les uns des autres. Le chef de terre est un prêtre qui préside au rituel permettant de renouveler le pacte avec les divinités qui peuplent le sol. Il définit aussi les zones de culture et distribue des lots aux membres de la communauté. À Abomey, nous dit le hérissé, le droit de propriété mobilière et immobilière n'existait dans toute sa plénitude que pour le roi. Tout ce qui naît ou se conserve sur le sol était la propriété du roi qui l'avait conquis, ou en avait acheté les dieux protecteurs. Le roi ne pouvait en aucun cas céder ce sol.
Il le gérait et s'employait à l'agrandir par des conquêtes, comme l'y oblige l'une des lois du fondateur du royaume. Il faut réaliser un dingue sommet toujours plus grand. On voit donc que, à la différence de la logique villageoise, l'espace perçu n'est plus fondé sur les liens lignagés, mais sur ceux que créent les conquêtes successives et leur consolidation. 2 rituels et 2 pratiques sociales permettent cette consolidation de l'espace du royaume. Lors de son intronisation, rappelant ici l'origine externe de son pouvoir, les migrants Aladaxonu, le nouveau roi, achètent la terre du royaume par le versement symbolique du nobole, 200 choris aux représentants des premiers occupants du plateau de l'Ouémé. Le second rituel est celui de l'intégration des divinités de terre conquises au panthéon du royaume. Nouveau protégé de la divinité, le roi capte la légitimité religieuse de sa conquête. Celle-ci est d'autant mieux assurée que se nouent rapidement des alliances matrimoniales entre les sous-lignages royaux et les classes dirigeantes du territoire conquis. Il y a ainsi un double avantage dans cette stratégie. Les nouveaux liens religieux et matrimoniaux sont un prélude à l'intégration des vaincus dans le royaume. Même si les liens matrimoniaux prolongent le principe lignagé au profit de la famille royale, le principe posé dans les rapports de tous avec l'espace du royaume est celui de voisinage au profit du pouvoir royal. Et tous les sujets sont mobilisés pour l'indépendance et la souveraineté du royaume, comme le rappelaient les récits quotidiens du Kepalingan, le panégyriste royal, et surtout, comme le signifie la symbolique de la jarre percée, rendue publique par le roi Adandosa au début du XIXe siècle. En effet, selon les traditions orales du Dang Sommet, au lendemain du coup d'État ayant porté Gezo sur le trône en 1818, le roi déchu, Adandosa, 1797 à 1818, lui a envoyé une jarre percée, utilisée dans le culte du Vodun Sakpata, et a demandé de la remplir d'eau. N'y parvenant pas malgré toutes ses tentatives, le nouveau roi consulta le Fa, l'oracle. Il lui fut conseillé de pétrir à nouveau la jarre de l'intérieur avec de l'argile, et de la cuire à nouveau dans le four, signe Tula CWLN. Ainsi fut fait. Le roi Gezo arriva à remplir la jarre. Elle fut immédiatement renvoyée à Adandosan avec le message suivant: seuls tous les enfants du Dang Sommet de leurs doigts peuvent boucher la jarre trouée. En réponse, Adandosa recommanda de faire une meilleure analyse du signe Tula CWLN, car le vrai message est celui-ci. Le jaillissement de l'eau contenue dans la jarre percée traduit que le royaume, la jarre, ne souffre pas d'une volonté d'unité, mais s'effondre à cause de ceux de ses enfants qui dilapident ses ressources et appauvrissent ainsi la nation. La solution des problèmes de la nation doit être recherchée à l'intérieur du pays. C'est pourquoi la jarre a été pétrie de l'intérieur. Déchu pour avoir voulu mettre fin à la traite négrière qui sévissait alors, Adandosa minimisait ainsi la responsabilité des négriers européens et brésiliens dans sa chute. Il insistait au contraire sur les conséquences, plus graves, de l'attitude des membres de la famille royale ligués contre lui et ses réformes. Pour le roi déchu, la souveraineté du royaume ne se défend mieux que par la cohésion intérieure des composantes de la société. 3 traits dominent donc dans ce second type de perception de l'indépendance et de la souveraineté. Le pouvoir royal, à travers la personne du roi, maître de la terre et du ciel, comme dans le cas Ashanti, n'est pas pour autant essentiellement lignagé. Car, à partir d'une appropriation guerrière du sol et tout un ensemble de mesures sociales, l'intégration de cultes étrangers, les alliances matrimoniales à partir du réseau nobiliaire ou politique, la centralisation de l'administration royale aux seuls ordres du roi par le recours à des personnes d'extraction roturière, la professionnalisation de l'armée royale dont les recrutements se font dans tout le royaume, le roi est le symbole de la souveraineté de l'État. Son rôle est d'étendre et de défendre cette souveraineté, exigence d'indépendance du royaume. Il est perçu comme dispensateur de la sécurité de tous dans le royaume, et la source du pouvoir. Quand le roi envoie son fils au marché, il ne lui demande pas d'acheter des pagnes et des bijoux, mais de lui rapporter le gagnonou, dit une chanson royale. Le terme gagnonou pourrait se traduire par pouvoir absolu. En fait, il correspond à l'idée d'autorité éminente. Car contrairement aux assertions des textes européens des XVIIIe et XIXe siècles, on n'a pas ici un pouvoir absolu, mais un pouvoir encadré par la tradition religieuse et juridique, sinon par la morale publique en vigueur depuis Wegbadja.
C'est aussi au nom du Ganyunu qu'après un siècle de soumission à l'empire Yoruba, le roi Gezo engage la guerre contre son suzerain et l'emporte définitivement en 1827. Ses successeurs, Glélé, 1858 à 1889, et Béhanzin, 1890 à 1892, ont rejeté les prétentions européennes de protectorat sur leur royaume, toujours en vertu du Ganyunu. Le troisième exemple est celui du royaume Nde accent aigu Be accent aigu Le accent aigu, sous Mzili Kazé, 1818 à 1868. La construction de ce royaume est partie du modèle zoulou pour s'imposer. En effet, les soldats sont regroupés par classe d'âge et on intègre dans leur rang progressivement des populations conquises. Sans distinction de lien lignagé, l'armée est ainsi devenue une machine de guerre au nord du Limpopo au milieu du XIXe siècle. Le jeu des liens lignagés apparaît cependant dans l'organisation sociale. La classe sociale dominante est celle des Ansi, groupe de parents des premiers compagnons du fondateur. Mais le nombre des Ezenla, groupe social constitué de personnes incorporées à la communauté Nde accent aigu Be accent aigu Le accent aigu avant le Limpopo, le poids démographique des Hauls, ces populations conquises au nord du Limpopo, traduisent que les liens de proximité l'emportent sur les relations simplement lignagères dans ce royaume guerrier. Le roi, qui symbolise l'unité des Ndebele à travers le rituel du Linkwala, est aussi le symbole de l'indépendance du royaume et de sa prospérité. Il est maître à la fois de la capacité de production économique, propriétaire de tout le bétail du royaume, du potentiel de reproduction biologique de ses sujets, toutes les filles du royaume dépendent directement de lui, et de l'armée. En plus de l'organisation quasi-militaire de toute la société et de son administration, on a ici un autre type de pouvoir d'essence charismatique. C'est lui qui fonde la toute-puissance de l'État, sa souveraineté interne et externe, le tout défendu par une stricte organisation sociale d'essence militaire et administrative. L'existence de villes de garnison auxquelles était rattaché chaque village ordinaire voisin visait à solidement implanter le royaume au milieu des populations conquises, même si les habitants de ces villages continuaient à vivre selon leurs coutumes. Ce faisant, l'osmose entre conquérants et conquis a débouché sur une intégration culturelle de tous les habitants du royaume, adoption de la langue et des cultes Shona par les Ndebele. C'est une force supplémentaire pour empêcher toute soumission à tout autre royaume ou toute autre puissance étrangère. Au total, ces trois exemples de royaumes font ressortir les traits suivants. Ce sont d'abord des États dans lesquels l'autorité est dotée de prérogatives impliquant sa capacité d'exercer des contraintes sur la population, soit pour la sécurité de tous, soit pour obliger les habitants à l'obéissance, soit pour défendre le territoire du royaume contre toute agression extérieure. Les récits du héros et du conquérant dont le devoir est de maintenir l'intégrité du territoire et d'en assurer l'extension, donnent à ce pouvoir une essence de type charismatique. La souveraineté est ensuite perçue comme une donnée totale et exclusive, exercée sur l'espace majeur du royaume. Pouvoir d'un personnage charismatique, dans la lignée des ancêtres, il associe des personnes choisies dans le lignage royal ou en dehors de celui-ci. L'articulation avec le système lignagé, dont rend compte la civilisation du village analysée plus haut, se fait à l'intérieur du royaume, car ici prévaut beaucoup plus le principe de la proximité géographique que celui du lignage. Elle se défend aussi par la cohésion intérieure des composantes de la société, valeur plus essentielle que la liberté individuelle dans ces sociétés. Elle se défend enfin avec toutes les armes à disposition, la guerre, la ruse, les alliances et une haute idée de l'État. La littérature coloniale et les observations superficielles des voyageurs européens du XVIe au XIXe siècle ont développé l'idée que les guerres menées par ces États africains n'avaient pour but que leur participation aux traites négrières, à l'intérieur du continent ou à l'extérieur. On ne peut pas nier la part prise par la traite négrière atlantique dans la formation ou la consolidation de certains de ces royaumes. Mais ce n'est là qu'un aspect, essentiellement économique, des fondements de ces formations sociopolitiques qui constituent la première génération des États africains. En fait, les ressorts de cette histoire doivent être recherchés dans les modes de gestion de la sécurité de certains peuples et les formes prises par les mouvements de population dans un contexte principalement africain. Même au plan économique,
La traite des esclaves s'inscrit ainsi dans le contexte général des échanges marchands entre peuples, quand elle est plus profitable que d'autres produits. De même que le mercantilisme n'a pas été le facteur, même secondaire, de la formation des États européens du XVIIe siècle, de même, la traite négrière n'est pas la raison de la formation de ces États, comme le fut le besoin de plus grande sécurité et de défense de l'indépendance des peuples considérés. Ainsi, sans donner lieu à une théorisation philosophique du concept, du nord au sud de l'Afrique jusqu'à la fin du XIXe siècle, les exemples de cette compréhension de la souveraineté des peuples sont légion: l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, l'Empire Yoruba, le califat de Sokoto, etc. C'est elle qui nourrit les traditions orales, les légendes et récits sur les héros des peuples et sur les grands rois. Car la souveraineté s'incarne à divers moments, dans ces héros, symboles vivants d'un pouvoir essentiellement charismatique, personnages de légende même encore chantés aujourd'hui par leur peuple. C'est le cas de personnages comme Samori Touré, Babamba, Béhanzin ou Alberi Ndiaye, des décennies après leur défaite face aux colonisateurs européens. C'est sur cette base idéologique, venue du fond des âges, que les peuples africains ont défendu leur souveraineté avec leurs armes et partout avec la même détermination, tard dans le XXe siècle encore. Chapitre 2. La souveraineté dans la pensée politique européenne. L'analyse du concept dans la pensée politique européenne est plus aisée en raison de la disponibilité plus grande de sources spécifiques, qui mettent en lumière l'existence de véritables systèmes de pensée, écrits de philosophes et juristes sur plusieurs siècles. Elle a fait l'objet d'une abondante et savante littérature. Il en ressort 3 traits majeurs. D'abord, la formulation et le déploiement des théories ici s'inscrivent dans un contexte socio-historique différent de celui de l'Afrique précoloniale. Ensuite, les théories sont le fait d'une pluralité d'auteurs. Enfin, au fil des siècles, les thèses évoluent à la faveur des débats que suscitent des positions antérieurement défendues. Pour notre propos, nous nous en tiendrons ici à l'essentiel de cette pensée occidentale, longtemps européenne avant de s'élargir à l'Amérique après le milieu du XVIIe siècle. La formulation et le déploiement de la pensée occidentale sont marqués par le contexte historique dans lequel baigne l'Europe depuis au moins le XVIe siècle. Il y a d'abord un renversement des approches et des perceptions politiques en Europe occidentale. Le climat général se traduit par la remise en cause de la toute-puissance de l'Église catholique et du Saint-Empire romain germanique. L'ancienne approche avait été formulée à la faveur de l'expansion du christianisme depuis le IVe siècle, du rôle de l'Église dans la nouvelle configuration de l'Europe après les invasions barbares, de la grande part prise par elle dans l'organisation du système féodal. Ce rôle du christianisme avait fini par fonder, au cours du Moyen Âge, l'idée d'un peuple chrétien d'Occident sous l'autorité auctoritas du pape et la puissance potestas de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, héritier des empereurs romains de l'Antiquité. La confusion entre pouvoir religieux et pouvoir politique avait fini par autoriser le pape à affirmer qu'il était le détenteur du pouvoir ultime de Dieu dans les affaires politiques. Au début du XVIe siècle, le schisme du protestantisme remet en cause cette position en même temps qu'il donne plus de force à la volonté de tous les pouvoirs royaux de s'affranchir de la tutelle de la papauté et de celle du Saint-Empire romain germanique peu à peu affaibli. Par exemple en Angleterre sous Henri VIII, 1509 à 1547, est adopté le statut de restriction des appels. Il affirme l'indépendance de l'Angleterre à tous les égards et présente une théorie complète de la souveraineté nationale. On sait que la thèse déboucha sur la naissance de la religion anglicane en 1534 avec l'acte de suprématie qui fait du roi d'Angleterre le chef suprême sur terre de l'Église d'Angleterre, ignorant tout usage, coutume, loi, autorité ou prescription étranger. Le contexte de formulation de la pensée occidentale est marqué ensuite par la guerre. Celle-ci est permanente et très meurtrière, guerre de 30 ans, guerre de religion, etc. Elle est à la fois justification et illustration des nouvelles idées sur la souveraineté des États au cours des siècles qui, du XVIe au XXe siècle, voient formuler et promouvoir ces nouvelles conceptions dans la pensée politique occidentale. Les affrontements entre États, mais aussi, au cœur de ceux-ci, les guerres civiles et les révolutions émaillent l'histoire de toute l'Europe occidentale, très souvent en lien direct avec la question de la souveraineté des États, quelle qu'en soit la taille à l'époque, royaume, principauté,
duché ou cité s'arrogeant le droit d'être libre. Il y a enfin le contexte culturel général d'analphabétisme dans lequel baignent alors les peuples européens, malgré les progrès de l'imprimerie et la diffusion des premiers journaux dès le XVIe siècle. L'influence du seigneur local autant que la rumeur populaire façonne l'essentiel des opinions de populations très majoritairement rurales et analphabètes. Les nouvelles idées sont donc d'abord, jusqu'à l'aube du XXe siècle, celles de l'élite sociale, noblesse, clergé, bourgeoisie marchande et lettrée qui les diffusent sur la longue durée. C'est pour toutes ces raisons que la pensée occidentale est le résultat d'une longue maturation faite d'emprunts réciproques, en même temps que de controverses. Rappelons brièvement l'histoire de cette pensée occidentale telle qu'étudiée par divers spécialistes. J. Bodin est le penseur de la première révolution idéologique sur la nature de l'État. C'est d'abord pour échapper à l'emprise du pouvoir ecclésiastique sur le pouvoir monarchique qu'en 1583, un juriste français, Jean Bodin, 1530 à 1596, élabore la première théorie sur la nature de la puissance souveraine, dans son livre Les 6 livres de la République. Pour lui, il faut substituer un ordre nouveau à un ordre ancien fondé sur le caractère sacré de la puissance politique, la plenitudo potestatis, de la vision de l'Église de ce temps. Cet ordre nouveau doit être fondé sur la seule puissance humaine. Il est donc profane, car l'État de fondation humaine est un produit de l'histoire des hommes et repose sur la force et la violence. Dans l'État, estime-t-il, la puissance se pose elle-même, elle est cause de soi, en un mot elle existe et subsiste par soi. Il y a donc souveraineté quand la loi de nature et de Dieu cesse d'être constitutive de la puissance pour devenir, tout au plus, déclarative de la puissance. C'est une grande rupture théorique avec presque toute la pensée médiévale. Ainsi, premier théoricien du concept dans la pensée européenne et premier penseur à avoir systématisé la laïcisation du politique en Occident, Jean Bodin ouvre la voie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.